Chapitre 14. La rue du 10 décembre, toute neuve, avec ses maisons d'une blancheur de craie et les derniers échafaudages des quelques bâtisses attardées, s'allongeait sous un limpide soleil de février. Un flot de voitures passait, d'un large train de conquête, au milieu de cette trouée de lumière qui coupait l'ombre humide du vieux quartier Saint-Roch. Et, entre la rue de la Michaudière et la rue de Choiseul, il y avait une émeute, l'écrasement d'une foule chauffée par un mois de réclame, les yeux en l'air, bâillant devant la façade monumentale du Bonheur des Dames, dont l'inauguration avait lieu ce lundi-là à l'occasion de la grande exposition de Blanc. C'était, dans sa fraîcheur gaie, un vaste développement d'architecture polychrome, rehaussé d'or, annonçant le vacarme et l'éclat du commerce intérieur, accrochant les yeux comme un gigantesque étalage qui aurait flambé des couleurs les plus vives. Au rez-de-chaussée, pour ne pas tuer les étoffes des vitrines, la décoration restait sobre, un soubassement en marbre vert de mer. Les piles d'angle et les piliers d'appui recouverts de marbre noir, dont la sévérité s'éclairait de cartouches dorées, et le reste en glace sans teint, dans les châssis de fer, rien que des glaces qui semblaient ouvrir les profondeurs des galeries et des halls au plein jour de la rue. Mais, à mesure que les étages montaient, s'allumaient les tons éclatants. La frise du rez-de-chaussée déroulait des mosaïques, une guirlande de fleurs rouges et bleues, alternée avec des plaques de marbre où étaient gravés des noms de marchandises, à l'infini, ceignant le colosse. Puis, le soubassement du premier étage, en briques émaillées, supportait de nouveau les glaces des larges baies, jusqu'à la frise, faite d'écussons dorés aux armes des villes de France, et de motifs en terre cuite, dont l'émail répétait les teintes claires du soubassement. Enfin, tout en haut, l'entablement s'épanouissait comme la floraison ardente de la façade entière. Les mosaïques et les faïences reparaissaient avec des colorations plus chaudes. Le zinc des chéneaux était découpé et doré. L'acrotère alignait un peuple de statues, les grandes cités industrielles et manufacturières, qui détachaient en plein ciel leurs fines silhouettes. Et les curieux s'émerveillaient surtout devant la porte centrale, d'une hauteur d'arc de triomphe, décorée elle aussi d'une profusion de mosaïques, de faïences, de terre cuite, surmontée d'un groupe allégorique dont l'or neuf rayonnait. La femme, habillée et baisée par une volée rieuse de petits amours. Vers 2 heures, un piquet d'ordre dut faire circuler la foule et veiller au stationnement des voitures. Le palais était construit, le temple élevé à la folie dépensière de la mode. Il dominait, il couvrait un quartier de son ombre. Déjà, la plaie laissée à son flanc par la démolition de la masure de Bourras se trouvait si bien cicatrisée qu'on aurait vainement cherché la place de cette verrue ancienne. Les 4 façades filaient le long des 4 rues, sans une lacune, dans leur isolement superbe. Sur l'autre trottoir, depuis l'entrée de Baudu dans une maison de retraite, le vieil Elbeuf était fermé, muré ainsi qu'une tombe, derrière les volets qu'on n'enlevait plus. Peu à peu, les roues de fiacre les éclaboussaient, des affiches les noyaient, les collaient ensemble, flot montant de la publicité, qui semblait la dernière pelletée de terre jetée sur le vieux commerce. Et, au milieu de cette devanture morte, salie des crachats de la rue, bariolée des guenilles du vacarme parisien, s'étalait, comme un drapeau planté sur un empire conquis, une immense affiche jaune, toute fraîche, annonçant en lettres de 2 pieds la grande mise en vente du Bonheur des Dames. On eût dit que le colosse, après ses agrandissements successifs, pris de honte et de répugnance pour le quartier noir, où il était né modestement, et qu'il avait plus tard égorgé, venait de lui tourner le dos, laissant la boue des rues étroites sur ses derrières, présentant sa face de parvenu à la voix tapageuse et ensoleillée du nouveau Paris.
Maintenant, tel que le montrait la gravure des réclames, il s'était engraissé, pareil à l'ogre des contes, dont les épaules menacent de faire craquer les nuages. D'abord, au premier plan de cette gravure, la rue du 10 décembre, les rues de la Michaudière et Monsigny, emplies de petites figures noires, s'élargissaient démesurément, comme pour donner passage à la clientèle du monde entier. Puis, c'étaient les bâtiments eux-mêmes, d'une immensité exagérée, vus à vol d'oiseau avec leurs corps de toiture qui dessinaient les galeries couvertes, leurs cours vitrées où l'on devinait les halls, tout l'infini de ce lac de verre et de zinc luisant au soleil. Au-delà, Paris s'étendait, mais un Paris rapetissé, mangé par le monstre. Les maisons, d'une humidité de chaumière dans le voisinage, s'éparpillaient ensuite en une poussière de cheminées indistinctes. Les monuments semblaient fondre. À gauche, 2 traits pour Notre-Dame, à droite, un accent circonflexe pour les Invalides, au fond, le Panthéon, honteux et perdu, moins gros qu'une lentille. L'horizon tombait en poudre, n'était plus qu'un cadre dédaigné, jusqu'aux hauteurs de Châtillon, jusqu'à la vaste campagne, dont les lointains noyers indiquaient l'esclavage. Depuis le matin, la cohue augmentait. Aucun magasin n'avait encore remué la ville d'un tel fracas de publicité. Maintenant, le bonheur dépensait chaque année près de 600 000 francs en affiches, en annonces, en appels de toutes sortes. Le nombre des catalogues envoyés allait à 400 000. On déchiquetait plus de 100 000 francs d'étoffes pour les échantillons. C'était l'envahissement définitif des journaux, des murs, des oreilles du public, comme une monstrueuse trompette d'airain qui, sans relâche, soufflait aux 4 coins de la terre le vacarme des grandes mises en vente. Et, désormais, cette façade, devant laquelle on s'écrasait, devenait la réclame vivante, avec son luxe bariolé et doré de bazar, ses vitrines larges à y exposer le poème entier des vêtements de la femme, ses enseignes prodiguées, peintes, gravées, taillées, depuis les plaques de marbre du rez-de-chaussée jusqu'aux feuilles de tôle arrondies en arc au-dessus des toits, déroulant l'or de leurs banderoles, et où le nom de la maison se lisait en lettres couleur du temps, découpées sur le bleu de l'air. Pour fêter l'inauguration, on avait ajouté des trophées, des drapeaux. Chaque étage se trouvait pavoisé de bannières et d'étendards aux armes des principales villes de France, tandis que, tout en haut, les pavillons des peuples étrangers, hissés à des mâts, battaient au vent du ciel. En bas, enfin, l'exposition de blanc prenait, au fond des vitrines, une intensité de ton aveuglante. Rien que du blanc, un trousseau complet et une montagne de draps de lit à gauche, des rideaux en chapelle et des pyramides de mouchoirs à droite, fatiguaient le regard. Et, entre les pendus de la porte, des pièces de toile, de calicot, de mousseline, tombant en nappe, pareilles à des éboulements de neige, étaient plantées debout des gravures habillées, des feuilles de carton bleuâtre, où une jeune mariée et une dame en toilette de bal, toutes deux de grandeur naturelle, vêtues de vraies étoffes, dentelles et soie, souriaient de leurs figures peintes. Un cercle de badauds se reformait sans cesse, un désir montait de l'ébahissement de la foule. Ce qui ameutait encore la curiosité autour du bonheur des dames, c'était un sinistre dont Paris entier causait, l'incendie des 4 saisons, le grand magasin que Boutemont avait ouvert près de l'Opéra, depuis 3 semaines à peine. Les journaux débordaient de détails, le feu mis par une explosion de gaz pendant la nuit, la fuite épouvantée des vendeuses en chemise, l'héroïsme de Boutemont qui en avait sauvé 5 sur ses épaules. Du reste, les pertes énormes se trouvaient couvertes, et le public commençait à hausser les épaules en disant que la réclame était superbe. Mais, pour le moment, l'attention refluait vers le bonheur, enfiévrée des histoires qui couraient, occupée jusqu'à l'obsession de ces bazars dont l'importance prenait une si large place dans la vie publique. Toutes les chances se mouraient.
Paris saluait son étoile, accourait le voir debout, puisque les flammes, maintenant, se chargeaient de balayer à ses pieds la concurrence. Et l'on chiffrait déjà les gains de la saison, on estimait le flot élargi de cohues qu'allait faire couler, sous sa porte, la fermeture forcée de la maison rivale. Un instant, il avait éprouvé des inquiétudes, troublé de sentir contre lui une femme, cette madame Desforges, à laquelle il devait un peu sa fortune. Le dilettantisme financier du baron Hartmann, mettant de l'argent dans les deux affaires, l'énervait aussi. Puis, il était surtout exaspéré de n'avoir pas eu une idée géniale de Boutemont. Ce bon vivant ne venait-il pas de faire bénir ses magasins par le curé de la Madeleine, suivi de tout son clergé? Une cérémonie étonnante, une pompe religieuse promenée de la soierie à la ganterie. Dieu tombé dans les pantalons de femme et dans les corsets, ce qui n'avait pas empêché le tout de brûler, mais ce qui valait 1 million d'annonces, tellement le coup était porté sur la clientèle mondaine. Mouret, depuis ce temps, rêvait d'avoir l'archevêque. Cependant, 3 heures sonnaient à l'horloge qui surmontait la porte. C'était l'écrasement de l'après-midi, près de 100 000 clientes s'étouffant dans les galeries et dans les halls. Dehors, des voitures stationnaient, d'un bout à l'autre de la rue du 10 décembre. Et, du côté de l'Opéra, une autre masse profonde occupait le cul-de-sac où devait s'amorcer la future avenue. De simples fiacres se mêlaient aux coupés de maîtres, les cochers attendaient parmi les roues, les rangées de chevaux hennissaient, secouaient les étincelles de leurs gourmettes, allumées de soleil. Sans cesse, les queues se refaisaient, au milieu des appels des garçons, de la poussée des bêtes, qui, d'elles-mêmes, serraient la file, tandis que des voitures nouvelles, continuellement, s'ajoutaient aux autres. Les piétons s'envolaient sur les refuges par bandes effarouchées. Les trottoirs étaient noirs de monde, dans la perspective fuyante de la voie large et droite. Et une clameur montait entre les maisons blanches. Ce fleuve humain roulait sous l'âme de Paris épandue, un souffle énorme et doux dont on sentait la caresse géante. Devant une vitrine, madame de Boves, accompagnée de sa fille Blanche, regardait avec madame Guibal un étalage de costumes mi-confectionnés. « Oh, voyez donc, dit-elle, ces costumes de toile pour 19,75 francs. » Dans leur carton carré, les costumes, noués d'une faveur, étaient pliés de façon à présenter les garnitures seules, brodées de bleu et de rouge, et, occupant l'angle de chaque carton, une gravure montrait le vêtement tout fait, porté par une jeune personne aux airs de princesse. « Mon Dieu, ça ne vaut pas davantage, » murmura madame Guibal. « De vrais loques, dès qu'on a ça dans la main. » Maintenant, elles étaient intimes, depuis que M. de Boves restait dans un fauteuil, cloué par des accès de goutte. La femme supportait la maîtresse, préférant encore que la chose eût lieu chez elle, car elle y gagnait un peu d'argent de poche, des sommes que le mari se laissait voler, ayant lui-même besoin de tolérance. « Eh bien, entrons, » reprit madame Guibal. « Il faut voir leur exposition. Est-ce que votre gendre ne vous a pas donné rendez-vous là-dedans ?» Madame de Boves ne répondit pas, les regards perdus, l'air absorbé par la queue des voitures qui, une à une, s'ouvraient et lâchaient toujours des clientes. « Si, » dit enfin Blanche de sa voix molle, « Paul doit nous prendre vers 4 heures dans la salle de lecture, après sa sortie du ministère. » Ils étaient mariés depuis 1 mois, et Valagnosc, à la suite d'un congé de 3 semaines, passé dans le Midi, venait de rentrer à son poste. La jeune femme avait déjà la carrure de sa mère, la chair soufflée et comme épaissie par le mariage. « Mais c'est madame Desforges, là-bas !» s'écria la comtesse, les yeux sur un coupé qui s'arrêtait. « Oh, croyez-vous ?» murmura madame Guibal. « Après toutes ces histoires, elle doit encore pleurer l'incendie des 4 saisons. » C'était bien Henriette, pourtant. Elle aperçut ces dames, elle s'avança d'un air gai,
cachant sa défaite sous l'aisance mondaine de ses manières. « Mon Dieu, oui, j'ai voulu me rendre compte. Il vaut mieux savoir par soi-même, n'est-ce pas? Oh, nous sommes toujours bons amis avec M. Mouret, bien qu'on le dise furieux, depuis que je me suis intéressée à cette maison rivale. Moi, il n'y a qu'une chose que je ne lui pardonne pas, c'est d'avoir poussé à ce mariage, vous savez. Ce Joseph, avec ma protégée, mademoiselle de Fontenailles. »« Comment? C'est fait ?» interrompit madame de Boves. « Quelle horreur ! Oui, ma chère, et uniquement pour mettre le talon sur nous. Je le connais. Il a voulu dire que nos filles du monde ne sont bonnes qu'à épouser ces garçons de magasin. » Elle s'animait. Toutes quatre demeuraient sur le trottoir, au milieu des bousculades de l'entrée. Peu à peu, cependant, le flot les prenait, et elles n'eurent qu'à s'abandonner au courant. Elles passèrent la porte comme soulevées, sans en avoir conscience, causant plus fort pour s'entendre. Maintenant, elles se demandaient des nouvelles de madame Marty. On racontait que le pauvre monsieur Marty, à la suite de violentes scènes de ménage, venait d'être frappé du délire des grandeurs. Il puisait à pleines mains dans les trésors de la terre. Il vidait les mines d'or, chargeait des tombereaux de diamants et de pierreries. « Pauvre bonhomme, » dit madame Guibal, « lui toujours si râpé, avec son humilité de coureur de cachets. Et la femme ? » ?»« Elle mange un oncle, à présent, » répondit Henriette. « Un vieux brave homme d'oncle, qui s'est retiré chez elle, après son veuvage. D'ailleurs, elle doit être ici, nous allons la voir. » Une surprise immobilisa ces dames. Devant elles s'étendaient les magasins, les plus vastes magasins du monde, comme disaient les réclames. À cette heure, la grande galerie centrale allait de bout en bout, ouvrait sur la rue du 10 décembre et sur la rue Neuve Saint-Augustin, tandis que, à droite et à gauche, pareilles au bas-côté d'une église, la galerie Monsigny et la galerie Michaudière, plus étroites, filaient, elles aussi, le long des deux rues, sans une interruption. De place en place, les halls élargissaient des carrefours, au milieu de la charpente métallique des escaliers suspendus et des ponts volants. On avait retourné la disposition intérieure. Maintenant, les soldes étaient sur la rue du 10 décembre. La soie se trouvait au milieu, la ganterie occupait, au fond, le hall Saint-Augustin. Et du nouveau vestibule d'honneur, lorsqu'on levait les yeux, on apercevait toujours la literie, déménagée d'une extrémité à l'autre du second étage. Le chiffre énorme des rayons montait au nombre de 50. Plusieurs, tout neufs, étaient inaugurés ce jour-là. D'autres, devenus trop importants, avaient dû être simplement dédoublés, afin de faciliter la vente. Et, devant cet accroissement continu des affaires, le personnel lui-même, pour la nouvelle saison, venait d'être porté à 3045 employés. Ce qui arrêtait ces dames, c'était le spectacle prodigieux de la grande exposition de blanc. Autour d'elle, d'abord, il y avait le vestibule, un hall aux glaces claires, pavé de mosaïques, où les étalages à bas prix retenaient la foule vorace. Ensuite, les galeries s'enfonçaient dans une blancheur éclatante, une échappée boréale, toute une contrée de neige, déroulant l'infini des steppes tendues d'hermine, l'entassement des glaciers allumés sous le soleil. On retrouvait le blanc des vitrines du dehors, mais avivé, colossal, brûlant d'un bout à l'autre de l'énorme vaisseau avec la flambée blanche d'un incendie en plein feu. Rien que du blanc, tous les articles blancs de chaque rayon, une débauche de blanc, un astre blanc dont le rayonnement fixe aveuglait d'abord, sans qu'on pût distinguer les détails, au milieu de cette blancheur unique. Bientôt, les yeux s'accoutumaient. À gauche, la galerie Monsigny allongeait les promontoires blancs des toiles et des calicots, les roches blanches des draps de lit, des serviettes, des mouchoirs, tandis que la galerie Michaudière, à droite, occupée par la mercerie, la bonnetterie et les lainages, exposait des constructions blanches en boutons de nacre, un grand décor bâti avec des chaussettes blanches, toute une salle recouverte de molletons blancs, éclairée au loin d'un coup de lumière. Mais le foyer de clarté rayonnait surtout de la galerie centrale,
aux rubans et aux fichus, à la ganterie et à la soie. Les comptoirs disparaissaient sous le blanc des soies et des rubans, des gants et des fichus. Autour des colonnettes de fer s'élevaient des bouillonnets de mousseline blanche, noués de place en place par des foulards blancs. Les escaliers étaient garnis de draperies blanches, des draperies de piquets et de basins alternés, qui filaient le long des rampes, entouraient les halls jusqu'au second étage. Et cette montée du blanc prenait des ailes, se pressait et se perdait, comme une envolée de cygnes. Puis le blanc retombait des voûtes, une tombée de duvet, une nappe neigeuse en larges flocons. Des couvertures blanches, des couvre-pieds blancs battaient l'air, accrochés, pareils à des bannières d'église. De longs jets de guipure traversaient, semblaient suspendre des essaims de papillons blancs, au bourdonnement immobile. Des dentelles frissonnaient de toutes parts, flottaient comme des fils de la Vierge par un ciel d'été, emplissaient l'air de leur haleine blanche. Et la merveille, l'autel de cette religion du blanc, était, au-dessus du comptoir des soieries, dans le grand hall, une tente faite de rideaux blancs qui descendaient du vitrage. Les mousselines, les gazes, les guipures d'art coulaient à flots légers, pendant que des tulles brodés, très riches, et des pièces de soie orientale, lamées d'argent, servaient de fond à cette décoration géante qui tenait du tabernacle et de l'alcôve. On aurait dit un grand lit blanc, dont l'énormité virginale attendait, comme dans les légendes, la princesse blanche, celle qui devait venir un jour, toute puissante, avec le voile blanc des épousés. « Oh, extraordinaire !» répétaient ces dames. « Inouï !» Elles ne se lassaient pas de cette chanson du blanc que chantaient les étoffes de la maison entière. Mouret n'avait encore rien fait de plus vaste. C'était le coup de génie de son art de l'étalage. Sous l'écroulement de ces blancheurs, dans l'apparent désordre des tissus, tombés comme au hasard des cases éventrées, il y avait une phrase harmonique, le blanc suivi et développé dans tous ses tons, qui naissaient, grandissaient, s'épanouissaient, avec l'orchestration compliquée d'une fugue de maître, dont le développement continu emporte les âmes d'un vol sans cesse élargi. Rien que du blanc, et jamais le même blanc, tous les blancs, s'enlevant les uns sur les autres, s'opposant, se complétant, arrivant à l'éclat même de la lumière. Cela partait des blancs mat, du calicot et de la toile, des blancs sourds de la flanelle et du drap. Puis venaient les velours, les soies, les satins, une gamme montante, le blanc peu à peu allumé, finissant en petites flammes aux cassures des plis. Et le blanc s'envolait avec la transparence des rideaux, devenait de la clarté libre avec les mousselines, les guipures, les dentelles, les tulles surtout, si légers qu'ils étaient comme la note extrême éperdue. Tandis que l'argent des pièces de soie orientale chantait le plus haut au fond de l'alcôve géante. Cependant, les magasins vivaient, du monde assiégeait les ascenseurs, on s'écrasait au buffet et au salon de lecture, tout un peuple voyageait au milieu de ces espaces couverts de neige. Et la foule paraissait noire, on eût dit les patineurs d'un lac de Pologne en décembre. Au rez-de-chaussée, il y avait une houle assombrie, agitée d'un reflux où l'on ne distinguait que les visages délicats et ravis des femmes. Dans les découpures des charpentes de fer, le long des escaliers, sur les ponts volants, c'était ensuite une ascension sans fin de petites figures, comme égarées au milieu de pics neigeux. Une chaleur de serre, suffocante, surprenait en face de ces hauteurs glacées. Le bourdonnement des voix faisait un bruit énorme de fleuve qui charrie. Au plafond, les ors prodigués, les vitres niellées d'or et les rosaces d'or semblaient un coup de soleil, luisant sur les Alpes de la grande exposition de blanc. « Voyons, dit madame de Boves, il faut pourtant avancer, nous ne pouvons rester là. » Depuis qu'elle était entrée, l'inspecteur Jouve, debout près de la porte, ne la quittait pas des yeux.
Lorsqu'elle se retourna, leurs regards se rencontrèrent. Puis, comme elle se remettait en marche, il lui laissa quelque avance, et la suivit de loin, sans paraître s'occuper d'elle davantage. « Tiens, dit madame Guibal, en s'arrêtant encore devant la première caisse, au milieu des poussées. C'est une idée gentille, ces violettes. Elle parlait de la nouvelle prime du bonheur, une idée de Mouret, dont il menait tapage dans les journaux, de petits bouquets de violettes blanches achetés par milliers à Nice et distribués à toute cliente qui faisait le moindre achat. Près de chaque caisse, des garçons en livrée délivraient la prime, sous la surveillance d'un inspecteur. Et, peu à peu, la clientèle se trouvait fleurie. Les magasins s'emplissaient de ces noces blanches. Toutes les femmes promenaient un parfum pénétrant de fleurs. « Oui, » murmura madame Desforges d'une voix jalouse, « l'idée est bonne. » Mais, au moment où ces dames allaient s'éloigner, elles entendirent deux vendeurs qui plaisantaient sur les violettes. Un grand maigre s'étonnait. Ça se faisait donc, ce mariage du patron avec la première des costumes, tandis qu'un petit gras répondait qu'on n'avait jamais su, mais que les fleurs tout de même étaient achetées. « Comment ?» dit madame de Boves. « Monsieur Mouret se marie ?» « C'est la première nouvelle, » répondit Henriette, qui jouait l'indifférence. « Du reste, il faut bien finir par là. » La comtesse avait lancé un vif regard à sa nouvelle amie. Maintenant, toutes deux comprenaient pourquoi madame Desforges était venue au bonheur des dames, malgré les batailles de la rupture. Sans doute, elle cédait au besoin invincible de voir et de souffrir. « Je reste avec vous, » lui dit madame Guibal, dont la curiosité s'éveillait. « Nous retrouverons madame de Boves au salon de lecture. »« Eh bien, c'est cela, » déclara celle-ci. « Moi, j'ai affaire au premier. Viens-tu, Blanche ?» Et elle monta, suivie de sa fille, pendant que l'inspecteur Jouve, toujours à sa suite, allait prendre un escalier voisin pour ne pas attirer son attention. Les deux autres se perdirent dans la foule compacte du rez-de-chaussée. Tous les comptoirs, au milieu des bousculades de la vente, ne causaient une fois encore que des amours du patron. L'aventure, qui, depuis des mois, occupait les commis enchantés de la longue résistance de Denise, venait tout d'un coup d'aboutir à une crise. On avait appris la veille que la jeune fille quittait le bonheur, malgré les supplications de Mouret, en prétextant un grand besoin de repos, et les avis étaient ouverts. Partirait-elle? Ne partirait-elle pas? De rayon à rayon, on pariait 100 sous pour le dimanche suivant. Les malins mettaient un déjeuner sur la carte du mariage final. Pourtant, les autres, ceux qui croyaient au départ, ne risquaient pas non plus leur argent sans de bonnes raisons. À coup sûr, la demoiselle avait la force d'une femme adorée qui se refuse. Mais le patron, de son côté, était fort de sa richesse, de son heureux veuvage, de son orgueil qu'une exigence dernière pouvait exaspérer. Du reste, les uns comme les autres tombaient d'accord que cette petite vendeuse avait mené l'affaire avec la science d'une rouée de génie, et qu'elle jouait la partie suprême en lui mettant ainsi le marché à la main. « Épouse-moi, ou je m'en vais. » Denise, cependant, ne songeait guère à ces choses. Elle n'avait jamais eu ni une exigence, ni un calcul, et la situation qui la décidait au départ était justement résultée des jugements qu'on portait sur sa conduite, à sa continuelle surprise. Est-ce qu'elle avait voulu tout cela? Est-ce qu'elle se montrait rusée, coquette, ambitieuse? Elle était venue simplement, elle s'étonnait la première qu'on pût l'aimer ainsi. Aujourd'hui encore, pourquoi voyait-on une habileté dans sa résolution de quitter le bonheur? C'était si naturel, pourtant. Elle en arrivait à un malaise nerveux, à des angoisses intolérables, au milieu des commérages sans cesse renaissants de la maison. Des brûlantes obsessions de Mouret, des combats qu'elle avait à livrer contre elle-même. Et elle préférait s'éloigner, prise de la peur de céder un jour et de le regretter ensuite toute son existence. S'il y avait là une tactique savante, elle l'ignorait.
Elle se demandait avec désespoir comment faire, pour n'avoir pas l'air d'être une coureuse de mari. L'idée d'un mariage l'irritait maintenant. Elle était décidée à dire non encore, non toujours, dans le cas où il pousserait la folie jusque-là. Elle seule devait souffrir. La nécessité de la séparation la mettait en larmes. Mais elle se répétait, avec son grand courage, qu'il le fallait, qu'elle n'aurait plus de repos ni de joie si elle agissait autrement. Lorsque Mouret reçut sa démission, il resta muet et comme froid, dans l'effort qu'il faisait pour se contenir. Puis il déclara sèchement qu'il lui accordait 8 jours de réflexion avant de lui laisser commettre une pareille sottise. Au bout des 8 jours, quand elle revint sur ce sujet, en exprimant la volonté formelle de s'en aller après la grande mise en vente, il ne s'emporta pas davantage. Il affecta de parler raison. Elle manquait sa fortune. Elle ne retrouverait nulle part la position qu'elle occupait chez lui. Avait-elle donc une autre place en vue? Il était tout prêt à lui donner les avantages qu'elle espérait obtenir ailleurs. Et la jeune fille, ayant répondu qu'elle n'avait pas cherché de place, qu'elle comptait se reposer d'abord 1 mois à Valognes, grâce aux économies déjà faites par elle, il demanda ce qui l'empêcherait de rentrer ensuite au bonheur, si le soin de sa santé l'obligeait seule à en sortir. Elle se taisait, torturée par cet interrogatoire. Alors, il s'imagina qu'elle allait retrouver un amant, un mari peut-être. Ne lui avait-elle pas avoué un soir qu'elle aimait quelqu'un? Depuis ce moment, il portait en plein cœur, enfoncé comme un couteau, cet aveu arraché dans une heure de trouble. Et, si cet homme devait l'épouser, elle abandonnait tout pour le suivre. Cela expliquait son obstination. C'était fini. Il ajouta simplement de sa voix glacée qu'il ne la retenait plus, puisqu'elle ne pouvait lui confier les vraies causes de son départ. Cette conversation dure, sans colère, la bouleversa davantage que la scène violente dont elle avait peur. Pendant la semaine que Denise dut passer encore au magasin, Mouret garda sa pâleur rigide. Quand il traversait les rayons, il affectait de ne pas la voir. Jamais il n'avait semblé plus détaché, plus enfoncé dans le travail. Et les paris recommencèrent. Les braves seuls osaient risquer un déjeuner sur la carte du mariage. Cependant, sous cette froideur, si peu habituelle chez lui, Mouret cachait une crise affreuse d'indécision et de souffrance. Des fureurs lui battaient le crâne d'un flot de sang. Il voyait rouge. Il rêvait de prendre Denise d'une étreinte, de la garder, en étouffant ses cris. Ensuite, il voulait raisonner. Il cherchait des moyens pratiques pour l'empêcher de franchir la porte. Mais il butait sans cesse contre son impuissance, avec la rage de sa force et de son argent inutile. Une idée, cependant, grandissait au milieu de projets fous, s'imposait peu à peu, malgré ses révoltes. Après la mort de madame Hédouin, il avait juré de ne pas se remarier, tenant d'une femme sa première chance, résolu désormais à tirer sa fortune de toutes les femmes. C'était, chez lui, comme chez Bourdoncle, une superstition, que le directeur d'une grande maison de nouveautés devait être célibataire, s'il voulait garder sa royauté de mâle sur les désirs épandus de son peuple de clientes. Une femme introduite changeait l'air, chassait les autres, en apportant son odeur, et il résistait à l'invincible logique des faits. Il préférait en mourir que de céder, pris de soudaine colère contre Denise, sentant bien quelle était la revanche, craignant de tomber vaincu sur ses millions, brisé comme une paille par l'éternel féminin, le jour où il l'épouserait. Puis, lentement, il redevenait lâche. Il discutait ses répugnances. Pourquoi trembler? Elle était si douce, si raisonnable, qu'il pouvait s'abandonner à elle sans crainte. 20 fois par heure, le combat recommençait dans son être ravagé. L'orgueil irritait la plaie. Il achevait de perdre son peu de raison, lorsqu'il songeait que, même après cette soumission dernière, elle pouvait dire non, toujours non, si elle aimait quelqu'un. Le matin de la grande mise en vente, il n'avait encore rien décidé, et Denise partait le lendemain. Justement,
lorsque Bourdoncle, ce jour-là, entra dans le cabinet de Mouret, vers 3 heures, selon son habitude, il le surprit les coudes sur le bureau, les poings sur les yeux, tellement absorbé qu'il dut le toucher à l'épaule. Mouret leva sa face mouillée de larmes. Tous deux se regardèrent, leurs mains se tendirent, et il y eut une étreinte brusque entre ces hommes qui avaient livré ensemble tant de batailles commerciales. Depuis 1 mois, l'attitude de Bourdoncle s'était du reste complètement modifiée. Il pliait devant Denise, il poussait même sourdement le patron au mariage. Sans doute, il manœuvrait ainsi pour ne pas être balayé par une force qu'il reconnaissait maintenant comme supérieure. Mais on aurait trouvé en outre, au fond de ce changement, le réveil d'une ambition ancienne, l'espoir effrayé et peu à peu élargi de manger à son tour Mouret, devant lequel il avait si longtemps courbé l'échine. Cela était dans l'air de la maison, dans cette bataille pour l'existence dont les massacres continus chauffaient la vente autour de lui. Il était emporté par le jeu de la machine, pris de l'appétit des autres, de la voracité qui, de bas en haut, jetait les maigres à l'extermination des gras. Seule, une sorte de peur religieuse, la religion de la chance, l'avait empêché jusque-là de donner son coup de mâchoire. Et le patron redevenait enfant, glissait à un mariage imbécile, allait tuer sa chance, gâter son charme sur la clientèle. Pourquoi l'en aurait-il détourné, lorsqu'il pourrait ensuite ramasser si aisément la succession de cet homme fini, tombé aux bras d'une femme? Aussi était-ce avec l'émotion d'un adieu, la pitié d'une vieille camaraderie, qu'il serrait les mains de son chef, en répétant « Voyons, du courage, que diable, épousez-la, et que cela finisse !» Déjà, Mouret avait honte de sa minute d'abandon. Il se leva, il protesta. « Non, non, c'est trop bête. Venez, nous allons faire notre tour dans les magasins. Ça marche, n'est-ce pas? Je crois que la journée sera magnifique. » Ils sortirent et commencèrent leur inspection de l'après-midi au milieu des rayons encombrés de foule. Bourdoncle coulait vers lui des regards obliques, inquiets de cette énergie dernière, l'étudiant aux lèvres pour y surprendre les moindres plis de douleur. La vente, en effet, jetait son feu dans un train d'enfer dont la maison tremblait d'une secousse de grands navires filant à pleine machine. Au comptoir de Denise s'étouffait une cohue de mères, traînant des bandes de fillettes et de petits garçons noyés sous les vêtements qu'on leur essayait. Le rayon avait sorti tous ces articles blancs, et c'était là, comme partout, une débauche de blanc, de quoi vêtir de blanc une troupe d'amours frileux. Des paletots en drap blanc, des robes en piqué, en ansouk, en cachemire blanc, des matelots et jusqu'à des zouaves blancs. Au milieu, pour le décor et bien que la saison ne fût pas venue, se trouvait un étalage de costumes de première communion, la robe et le voile de mousseline blanche, les souliers de satin blanc, une floraison jaillissante, légère, qui plantait là comme un bouquet énorme d'innocence et de ravissement candide. Madame Bourdelais, devant ses 3 enfants, assis par rang de taille, Madeleine, Edmond, Lucien, se fâchait contre ce dernier, le plus petit, parce qu'il se débattait tandis que Denise s'efforçait de lui passer une jaquette de mousseline de laine. « Tiens-toi donc tranquille. Vous ne pensez pas, mademoiselle, qu'elle soit un peu étroite ?» Et, avec son regard clair de femme qu'on ne trompe pas, elle étudiait l'étoffe, jugeait la façon, retournait les coutures. « Non, elle va bien, » reprit-elle. « C'est toute une affaire quand il faut habiller ce petit monde. Maintenant, il me faudrait un manteau pour cette grande fille. » Denise avait dû se mettre à la vente, dans la prise d'assaut du rayon. Elle cherchait le manteau demandé lorsqu'elle eut un léger cri de surprise. « Comment? C'est toi? Qu'y a-t-il donc ?» Son frère Jean, les mains embarrassées d'un paquet, se trouvait devant elle. Il était marié depuis 8 jours, et le samedi, sa femme, une petite brune d'un visage tourmenté et charmant, avait fait une longue visite au bonheur des dames pour des achats. Le jeune ménage devait accompagner Denise à Valognes, un vrai voyage de noces,
un mois de vacances dans les souvenirs d'autrefois. Imagine-toi, répondit-il, que Thérèse a oublié une foule d'affaires. Il y a des choses à changer, d'autres à prendre. Alors, comme elle est pressée, elle m'a envoyé avec ce paquet. Je vais t'expliquer. Mais elle l'interrompit en apercevant Pépé. Tiens, Pépé aussi. Et le collège? Ma foi, dit Jean, après le dîner, hier dimanche, je n'ai pas eu le courage de le reconduire. Il rentrera ce soir. Le pauvre enfant est assez triste de rester enfermé à Paris lorsque nous nous promènerons là-bas. Denise leur souriait, malgré son tourment. Elle confia madame Bourdelais à une de ses vendeuses. Elle revint vers eux, dans un coin du rayon, qui, heureusement, se dégarnissait. Les petits, ainsi qu'elle les nommait encore, étaient à cette heure de grands gaillards. Pépé, à 12 ans, la dépassait déjà, plus gros qu'elle, toujours muet et vivant de caresses, d'une douceur câline dans sa tunique de collégien. Tandis que Jean, carré des épaules, la dominant de toute la tête, gardait sa beauté de femme, avec sa chevelure blonde, envolée sous le coup de vent des ouvriers artistes. Et elle, restée mince, pas plus grosse qu'une mauviette, comme elle disait, conservait entre eux son autorité inquiète de mère, les traitait en gamins qu'il faut soigner, reboutonnant la redingote de Jean pour qu'il n'eût pas l'air d'un coureur, s'assurant que Pépé avait un mouchoir propre. Ce jour-là, quand elle vit les yeux gros de ce dernier, elle le sermonna doucement. « Sois raisonnable, mon petit. On ne peut pas interrompre tes études. Je t'emmènerai aux vacances. As-tu envie de quelque chose, hein? Tu préfères que je te laisse des sous, peut-être ?» Puis elle revint vers l'autre. « Aussi, toi, petit, tu lui montes la tête. Tu lui fais croire que nous allons nous amuser. Tâchez donc d'avoir un peu de raison. » Elle avait donné à l'aîné 4000 francs, la moitié de ses économies, pour qu'il pût installer son ménage. Le cadet lui coûtait gros au collège. Tout son argent allait à eux, comme autrefois. Ils étaient sa seule raison de vivre et de travailler, puisque, de nouveau, elle jurait de ne se marier jamais. « Enfin, voici, reprit Jean. Il y a d'abord, dans ce paquet, le paletot Havane que Thérèse... » Mais il s'arrêta, et Denise, en se tournant pour voir ce qui l'intimidait, aperçut Mouret debout derrière eux. Depuis un instant, il la regardait faire son ménage de petite mère, entre les deux gaillards, les grondant et les embrassant, les retournant comme des bébés qu'on change de linge. Bourdoncle était resté à l'écart, l'air intéressé par la vente, et il ne perdait pas la scène des yeux. « Ce sont vos frères, n'est-ce pas ?» demanda Mouret après un silence. Il avait sa voix glacée, cette attitude rigide dont il lui parlait à présent. Denise elle-même faisait un effort, afin de rester froide. Son sourire s'effaça, elle répondit. « Oui, monsieur, j'ai marié l'aîné, et sa femme me l'envoie pour des emplettes. » Mouret continuait à les regarder tous les trois. Il finit par reprendre. « Le plus jeune a beaucoup grandi. Je le reconnais. Je me souviens de l'avoir vu aux Tuileries un soir, avec vous. » Et sa voix, qui se ralentissait, eut un léger tremblement. Elle, suffoquée, se baissa, sous le prétexte d'arranger le ceinturon de Pépé. Les deux frères, devenus roses, souriaient au patron de leur sœur. « Il vous ressemble, » dit encore celui-ci. « Oh » cria-t-elle, « ils sont plus beaux que moi. » Un moment, il sembla comparer les visages, mais il était à bout de force. Comme elle les aimait. Et il fit quelques pas, puis il revint lui dire à l'oreille. « Montez à mon cabinet, après la vente. Je veux vous parler avant votre départ. » Cette fois, Mouret s'éloigna et reprit son inspection. La bataille recommençait en lui, car ce rendez-vous donné l'irritait maintenant. À quelle poussée avait-il donc cédé en la voyant avec ses frères? C'était fou, puisqu'il ne trouvait plus la force d'avoir une volonté. Enfin, il en serait quitte pour lui dire un mot d'adieu. Bourdoncle, qui l'avait rejoint, semblait moins inquiet,
tout en l'étudiant encore de minces coups d'œil. Cependant, Denise était revenue près de madame Bourdelais. « Et ce manteau, va-t-il ?»« Oui, oui, très bien. Pour aujourd'hui, en voilà assez. C'est une ruine que ces petits êtres. » Alors, pouvant s'esquiver, Denise écouta les explications de Jean, qui l'accompagna dans les comptoirs, où il aurait certainement perdu la tête. C'était d'abord le paletot Havane, que Thérèse, après réflexion, voulait changer contre un paletot de drap blanc, même taille, même coupe. Et la jeune fille, ayant pris le paquet, se rendit aux confections, suivie de ses deux frères. Le rayon avait exposé ses vêtements de couleur tendre, des jaquettes et des mantilles d'été en soie légère, en lainage de fantaisie. Mais la vente se portait ailleurs, les clientes y étaient relativement clairsemées. Presque toutes les vendeuses se trouvaient nouvelles. Clara avait disparu depuis 1 mois, enlevée selon les uns par le mari d'une acheteuse, tombée à la débauche de la rue selon les autres. Quant à Marguerite, elle allait enfin retourner prendre la direction du petit magasin de Grenoble où son cousin l'attendait. Et, seule, madame Aurélie restait là, immuable, dans la cuirasse ronde de sa robe de soie, avec son masque impérial, qui gardait l'empattement jaunâtre d'un marbre antique. Pourtant, la mauvaise conduite de son fils Albert la ravageait, et elle se serait retirée à la campagne sans les brèches faites aux économies de la famille par ce vaurien, dont les dents terribles menaçaient même d'emporter, morceau à morceau, la propriété des Rigolle. C'était comme la revanche du foyer détruit, pendant que la mère avait recommencé ses parties fines entre femmes et que le père, de son côté, continuait à jouer du cor. Déjà Bourdoncle regardait madame Aurélie d'un air mécontent, surpris qu'elle n'eût pas le tact de prendre sa retraite. Trop vieille pour la vente. Ce glas allait sonner bientôt, emportant la dynastie des Lhomme. « Tiens, c'est vous, dit-elle à Denise, avec une amabilité exagérée. Hein, vous voulez qu'on change ce paletot? Mais tout de suite. Ah, voilà vos frères, 2 vrais hommes à présent. » Malgré son orgueil, elle se serait mise à genoux pour faire sa cour. On ne causait, aux confections, comme dans les autres comptoirs, que du départ de Denise. Et la première en était toute malade, car elle comptait sur la protection de son ancienne vendeuse. Elle baissa la voix. « On dit que vous nous quittez ? » ?»« Voyons, ce n'est pas possible. »« Mais si, » répondit la jeune fille. Marguerite écoutait. Depuis qu'on avait fixé son mariage, elle promenait sa face de lait tournée avec des mines plus dégoûtées encore. Elle s'approcha en disant « Vous avez bien raison. L'estime de soi avant tout, n'est-ce pas ? Je vous adresse mes adieux, ma chère. » Des clientes arrivaient. Madame Aurélie la pria durement de veiller à la vente. Puis, comme Denise prenait le paletot pour faire elle-même le rendu, elle se récria et appela une auxiliaire. Justement, c'était une innovation soufflée par la jeune fille à Mouret, des femmes de service chargées de porter les articles, ce qui soulageait la fatigue des vendeuses. « Accompagnez mademoiselle, » dit la première en lui remettant le paletot. Et, revenant à Denise, « Je vous en prie, réfléchissez. Nous sommes tous désolés de votre départ. » Jean et Pépé, qui attendaient, souriant au milieu de ce flot débordé de femmes, se remirent à suivre leur sœur. Maintenant, il s'agissait d'aller au trousseau, pour reprendre 6 chemises, pareilles à la demi-douzaine que Thérèse avait achetées le samedi. Mais dans les comptoirs de lingerie, où l'exposition de blanc neigeait de toutes les cases, on étouffait. Il devenait très difficile d'avancer. D'abord, au corset, une petite émeute attroupait la foule. Madame Boutarel, tombée cette fois du midi avec son mari et sa fille, sillonnait les galeries depuis le matin en quête d'un trousseau pour cette dernière qu'elle mariait. Le père était consulté, cela n'en finissait plus. Enfin, la famille venait d'échouer au comptoir de lingerie, et, pendant que la demoiselle s'absorbait dans une étude approfondie des pantalons, la mère avait disparu, ayant elle-même le caprice d'un corset. Lorsque M. Boutarel, un gros homme sanguin, lâcha sa fille,
Effaré à la recherche de sa femme, il finit par retrouver cette dernière dans un salon d'essayage, devant lequel on offrit poliment de le faire asseoir. Ces salons étaient d'étroites cellules, fermées de glace dépolie, et où les hommes, même les maris, ne pouvaient entrer, par une exagération décente de la direction. Des vendeuses en sortaient, y rentraient vivement, laissant chaque fois deviner, dans le battement rapide de la porte, des visions de dames en chemise et en jupon, le cou nu, les bras nus, des grasses dont la chair blanchissait, des maigres au ton de vieil ivoire. Une file d'hommes attendait sur des chaises, l'air ennuyé, et M. Boutarel, quand il avait compris, s'était fâché carrément, criant qu'il voulait sa femme, qu'il entendait savoir ce qu'on lui faisait, qu'il ne la laisserait certainement pas se déshabiller sans lui. Vainement on tâchait de le calmer. Il semblait croire qu'il se passait là-dedans des choses inconvenantes. Madame Boutarel dut reparaître pendant que la foule discutait et riait. Alors Denise put passer avec ses frères. Tout le linge de la femme, les dessous blancs qui se cachent, s'étalait dans une suite de salles, classées en divers rayons. Les corsets et les tournures occupaient un comptoir. Les corsets cousus, les corsets à longue taille, les corsets cuirasses, surtout les corsets de soie blanche, éventaillés de couleurs, dont on avait fait ce jour-là un étalage spécial, une armée de mannequins sans tête et sans jambes, n'alignant que des torses, des gorges de poupées aplaties sous la soie, d'une lubricité troublante d'infirmes. Et, près de là, sur d'autres bâtons, les tournures de crin et de brillanté prolongeaient ces manches à balai en croupe énorme et tendue, dont le profil prenait une inconvenance caricaturale. Mais, ensuite, le déshabillé galant commençait, un déshabillé qui jonchait les vastes pièces, comme si un groupe de jolies filles s'était dévêtues de rayon en rayon jusqu'au satin nu de leur peau. Ici, les articles de lingerie fine, les manchettes et les cravates blanches, les fichus et les cols blancs, une variété infinie de fanfreluches légères, une mousse blanche qui s'échappait des cartons et montait en neige. Là, les camisoles, les petits corsages, les robes du matin, les peignoirs, de la toile, du nansouk, des dentelles, de longs vêtements blancs, libres et minces, où l'on sentait l'étirement des matinées paresseuses, au lendemain des soirs de tendresse. Et les dessous apparaissaient, tombaient un à un, les jupons blancs de toutes les longueurs, le jupon qui bride les genoux et le jupon à traîne dont la balayeuse couvre le sol. Une mer montante de jupons, dans laquelle les jambes se noyaient, les pantalons en percale, en toile, en piqué, les larges pantalons blancs où danseraient les reins d'un homme, les chemises enfin, boutonnées au cou pour la nuit, découvrant la poitrine le jour, ne tenant plus que de par d'étroites épaulettes, en simple calicot, en toile d'Irlande, en batiste, le dernier voile blanc qui glissait de la gorge, le long des hanches. C'était, au trousseau, le déballage indiscret, la femme retournée et vue par le bas, depuis la petite bourgeoisie aux toiles unies, jusqu'à la dame riche blottie dans les dentelles, une alcôve publiquement ouverte, dont le luxe caché, les plissés, les broderies, les valenciennes, devenaient comme une dépravation sensuelle, à mesure qu'il débordait davantage en fantaisies coûteuses. La femme se rhabillait, le flot blanc de cette tombée de linge rentrait dans le mystère frissonnant des jupes, la chemise raidie par les doigts de la couturière, le pantalon froid et gardant les plis du carton, toute cette percale et toute cette batiste morte, éparses sur les comptoirs, jetées, empilées, allaient se faire vivantes de la vie de la chair, odorante et chaude de l'odeur de l'amour, une nuée blanche devenue sacrée, baignée de nuit, et dont le moindre envolement, l'éclair rose du genou aperçu au fond des blancheurs, ravageait le monde. Puis il y avait encore une salle, les layettes, où le blanc voluptueux de la femme aboutissait au blanc candide de l'enfant. Une innocence, une joie, la menthe qui se réveille mère, des brassières en piqué pelucheux, des béguins en flanelle, des chemises et des bonnets grands comme des joujoux, et des robes de baptême et des pelisses de cachemire,
le duvet blanc de la naissance, pareil à une pluie fine de plumes blanches. « Tu sais, ce sont des chemises à coulisses, » dit Jean, que se déshabiller, cette crue de chiffon où il enfonçait, ravissait d'Èse. Au trousseau, Pauline accourut tout de suite, quand elle aperçut Denise, et, avant même de savoir ce que celle-ci désirait, elle lui parla bas, très émue des bruits dont causait le magasin entier. À son rayon, 2 vendeuses s'étaient même querellées, l'une affirmant, l'autre niant le départ. « Vous nous restez ? J'ai parié ma tête. Que deviendrais-je, moi ?» Et, comme Denise répondait qu'elle partait le lendemain, « Non, non, vous croyez ça ? Mais je sais le contraire. Dame, à présent que j'ai un bébé, il faut bien que vous me nommiez seconde. Baugé y compte, ma chère. » Pauline souriait d'un air convaincu. Ensuite, elle donna les 6 chemises, et Jean ayant dit qu'ils allaient maintenant au mouchoir, elle appela aussi une auxiliaire, pour porter ses chemises et le paletot laissé par l'auxiliaire des confections. La fille qui se présenta était mademoiselle de Fontenailles, mariée récemment à Joseph. Elle venait d'obtenir par faveur ce poste de servante. Elle avait une grande blouse noire, marquée à l'épaule d'un chiffre en laine jaune. « Suivez, mademoiselle, » dit Pauline. Puis, revenant et baissant la voix de nouveau. « Hein ? Je suis seconde, c'est entendu. » Denise promit en riant, pour plaisanter à son tour. Et elle s'en alla. Elle descendit avec Pépé et Jean, accompagnés tous les 3 de l'auxiliaire. Au rez-de-chaussée, ils tombèrent dans les lainages, un coin de galerie entièrement tendu de molletons blancs et de flanelles blanches. Liénard, que son père rappelait vainement à Angers, y causait avec le beau Mignot, devenu courtier, et qui osait reparaître effrontément au bonheur des dames. Sans doute il parlait de Denise, car tous 2 se turent pour la saluer d'un air empressé. Du reste, à mesure qu'elle avançait, au travers des rayons, les vendeurs s'émotionnaient et s'inclinaient, dans le doute de ce qu'elle serait le lendemain. On chuchotait, on la trouvait triomphante, et les paris en reçurent un nouveau contre-coup. On se remit à risquer sur elle du vin d'Argenteuil et des fritures. Elle s'était engagée dans la galerie du blanc pour atteindre les mouchoirs, qui étaient au bout. Le blanc défilait, le blanc de coton, les madapolam, les basins, les piquets, les calicots, le blanc de fil, les nansouks, les mousselines, les tarlatanes. Puis venaient les toiles, en piles énormes, bâties à pièces alternées, comme des cubes de pierre de taille. Les toiles fortes, les toiles fines, de toute largeur, blanches ou écrues, en lin pur, blanchies sur le pré. Puis cela recommençait, des rayons se succédaient pour chaque sorte de linge. Le linge de maison, le linge de table, le linge d'office, un éboulement continu de blanc, des draps de lit, des têtes d'oreiller, des modèles innombrables de serviettes, de nappes, de tabliers et de torchons. Et les saluts continuaient. On se rangeait sur le passage de Denise. Baugé s'était précipité aux toiles pour lui sourire, comme à la bonne reine de la maison. Enfin, après avoir traversé les couvertures, une salle pavoisée de bannières blanches, elle entra au mouchoir, dont la décoration ingénieuse faisait pâmer la foule. Ce n'était que colonnes blanches, que pyramides blanches, que châteaux blancs, une architecture compliquée, uniquement construite avec des mouchoirs, en linon, en batiste de Cambrai, en toile d'Irlande, en soie de Chine, chiffrés, brodés aux plumetis, garnis de dentelles, avec des ourlets à jour et des vignettes tissées. Toute une ville en briques blanches d'une variété infinie, se découpant dans un mirage sur un ciel oriental chauffé à blanc. « Tu dis encore une douzaine ?» demanda Denise à son frère. « Des cholets, n'est-ce pas ?»« Oui, je crois, les pareils à celui-ci, » répondit-il en montrant un mouchoir dans le paquet. Jean et Pépé n'avaient pas quitté ses jupes, se serrant toujours contre elle, comme autrefois, lorsqu'ils étaient débarqués à Paris, brisés du voyage. Ces vastes magasins, où elle se trouvait chez elle, finissaient par les troubler, et ils s'abritaient à son ombre, ils se remettaient sous la protection de leur petite mère,
par un réveil instinctif de leur enfance. On les suivait des yeux, on souriait de ces deux grands gaillards filant sur les pas de cette fille mince et grave. Jean, effaré avec sa barbe, Pépé éperdu dans sa tunique. Tous les trois du même blond, aujourd'hui, un blond qui faisait chuchoter sur leur passage, d'un bout à l'autre des comptoirs. Ce sont ses frères, ce sont ses frères. Mais, pendant que Denise cherchait un vendeur, il y eut une rencontre. Mouret et Bourdoncle entraient dans la galerie, et, comme le premier s'arrêtait de nouveau en face de la jeune fille, sans lui adresser du reste la parole, madame Desforges et madame Guibal passèrent. Henriette réprima le tressaillement dont toute sa chair avait frémi. Elle regarda Mouret, elle regarda Denise. Eux-mêmes l'avaient regardé. Ce fut le dénouement muet, la fin commune des gros drames du cœur, un coup d'œil échangé dans la bousculade d'une foule. Déjà Mouret s'était éloigné, tandis que Denise se perdait au fond du rayon, accompagnée de ses frères, toujours à la recherche d'un vendeur libre. Alors Henriette, ayant reconnu mademoiselle de Fontenailles, dans l'auxiliaire qui suivait, avec son chiffre jaune à l'épaule et son masque épaissi et terreux de servante, se soulagea en disant d'une voix irritée à madame Guibal: « Voyez ce qu'il a fait de cette malheureuse. N'est-ce pas blessant? Une marquise. Et il la force à suivre comme un chien les créatures ramassées par lui sur le trottoir. » Elle tâcha de se calmer. Elle affecta d'ajouter d'un air indifférent: « Allons donc à la soie voir leur étalage. » Le rayon des soieries était comme une grande chambre d'amour, drapée de blanc par un caprice d'amoureuse à la nudité de neige, voulant lutter de blancheur. Toutes les pâleurs laiteuses d'un corps adoré se retrouvaient là, depuis le velours des reins jusqu'à la soie fine des cuisses et au satin luisant de la gorge. Des pièces de velours étaient tendues entre les colonnes, des soies et des satins se détachaient, sur ce fond de blanc crémeux, en draperie d'un blanc de métal et de porcelaine. Et il y avait encore, retombant en arceaux, des poultes de soie et des siciliennes à gros grains, des foulards et des surahs légers, qui allaient du blanc alourdi d'une blonde de Norvège au blanc transparent chauffé de soleil d'une rousse d'Italie ou d'Espagne. Justement, Favier mettrait du foulard blanc pour la jolie dame, cette blonde élégante, une habituée du comptoir, que les vendeurs ne désignaient que par ces mots. Depuis des années, elle venait, et on ne savait toujours rien d'elle, ni sa vie, ni son adresse, ni même son nom. Aucun, du reste, ne tâchait de savoir, bien que tous, à chacune de ces apparitions, se permissent des hypothèses, simplement pour causer. Elle maigrissait, elle engraissait, elle avait bien dormi ou elle devait s'être couchée tard la veille. Et chaque petit fait de sa vie inconnue, événement du dehors, drame de l'intérieur, avait de la sorte un contre-coup, longuement commenté. Ce jour-là, elle paraissait très gaie. Aussi, lorsque Favier revint de la caisse où il l'avait conduite, communiqua-t-il ses réflexions à Hutin. « Peut-être bien qu'elle se remarie. »« Elle est donc veuve ?» demanda l'autre. « Je ne sais pas. Seulement, vous devez vous rappeler la fois qu'elle était en deuil. À moins qu'elle n'ait gagné de l'argent à la bourse. » Un silence régna. Ensuite, il conclut. « Cela regarde, si l'on tutoyait toutes les femmes qui viennent ici. » Mais Hutin se montrait songeur. Il avait eu, l'avant-veille, une explication vive avec la direction, et il se sentait condamné. Après la grande mise en vente, son renvoi était certain. Depuis longtemps, sa situation craquait. Au dernier inventaire, on lui avait reproché d'être resté au-dessous du chiffre d'affaires fixé d'avance. Et c'était surtout la lente poussée des appétits qui le mangeait à son tour. Toute la guerre sourde du rayon le jetant dehors, dans le branle même de la machine. On entendait le travail obscur de Favier, un gros bruit de mâchoire, étouffé sous terre. Celui-ci avait déjà la promesse d'être nommé premier. Hutin, qui savait ces choses, au lieu de gifler son ancien camarade, le regardait maintenant comme très fort. Un garçon si froid, l'air obéissant, dont il s'était servi pour user Robineau et Boutemont. Ça le frappait d'une surprise
où il entrait du respect. « À propos, reprit Favier, vous savez qu'elle reste ? On vient de voir le patron jouer de la prunelle. Je vais en être pour une bouteille de champagne, moi. » Il parlait de Denise. D'un comptoir à l'autre, les commérages soufflaient plus fort au travers du flot sans cesse épaissi des clientes. La soie, surtout, était en révolution, car on y pariait des choses chères. « Sacré Dieu !» lâcha Hutin, s'éveillant comme d'un rêve. « Ai-je été bête de ne pas coucher avec ? C'est aujourd'hui que je serai chic. » Puis il rougit de cet aveu, en voyant rire Favier. Et il feignit de rire également. Il ajouta, pour rattraper sa phrase, que c'était cette créature qu'il avait perdue dans l'esprit de la direction. Cependant, un besoin de violence le prenait. Il finit par s'emporter contre les vendeurs débandés sous l'assaut de la clientèle. Mais, tout d'un coup, il se remit à sourire. Il venait d'apercevoir madame Desforges et madame Guibal traversant le rayon avec lenteur. « Il ne vous faut rien, aujourd'hui, madame ?»« Non, merci, » répondit Henriette. « Vous voyez, je me promène. Je ne suis venue qu'en curieuse. » Quand il eut arrêté, il baissa la voix. Tout un plan germait dans sa tête. Et il la flatta, il dénigra la maison. Lui en avait assez, il préférait s'en aller que d'assister davantage à un pareil désordre. Elle l'écoutait, ravie. Ce fut elle qui, croyant l'enlever au bonheur, lui offrit de le faire engager par Boutemont comme premier à la soie, lorsque les magasins des 4 saisons seraient réinstallés. L'affaire fut conclue, tous deux chuchotaient très bas, tandis que madame Guibal s'intéressait aux étalages. « Puis-je vous offrir un de ces bouquets de violettes ?» reprit Hutin tout haut en montrant sur une table 3 ou 4 des bouquets primes qu'il s'était procurés à une caisse pour des cadeaux personnels. « Ah non, par exemple !» s'écria Henriette avec un mouvement de recul. « Je ne veux pas être de la noce !» Ils se comprirent. Ils se séparèrent en riant de nouveau avec des coups d'œil d'intelligence. Comme madame Desforges cherchait madame Guibal, elle s'exclama en l'apercevant avec madame Marty. Cette dernière, suivie de sa fille Valentine, était depuis 2 heures emportée à travers les magasins par une de ces crises de dépenses dont elle sortait brisée et confuse. Elle avait battu le rayon des meubles qu'une exposition de mobilier blanc laqué changeait en vaste chambre de jeunes filles. Les rubans et les fichus dressant des colonnades blanches tendues de vélum blanc. La mercerie et la passementerie, aux effilés blancs qui encadraient d'ingénieux trophées patiemment composés de cartes à boutons et de paquets d'aiguilles. La bonnetterie, où l'on s'étouffait cette année-là, pour voir un motif de décoration immense, le nom resplendissant du bonheur des dames, des lettres de 3 mètres de haut, faites de chaussettes blanches sur un fond de chaussettes rouges. Mais madame Marty était surtout enfiévrée par les rayons nouveaux. On ne pouvait ouvrir un rayon sans qu'elle l'inaugurât. Elle s'y précipitait, achetait quand même. Et elle avait passé 1 heure aux modes, installée dans un salon neuf du 1er étage, faisant vider les armoires, prenant les chapeaux sur les champignons de palissandre qui garnissaient 2 tables, les essayant tous, à elle et à sa fille, les chapeaux blancs, les capotes blanches, les toques blanches. Puis elle était redescendue à la cordonnerie, au fond d'une galerie du rez-de-chaussée, derrière les cravates, un comptoir ouvert de ce jour-là, dont elle avait bouleversé les vitrines, prises de désirs maladifs, devant les mules de soie blanche garnies de cygnes, les souliers et les bottines de satin blanc montés sur de grands talons Louis XV. « Oh, ma chère, bégayait-elle, vous ne vous doutez pas, ils ont un assortiment de capotes extraordinaire. J'en ai choisi une pour moi et une pour ma fille. Et les chaussures, hein, Valentine ? C'est inouï, ajoutait la jeune fille, avec sa hardiesse de femme. Il y a des bottes à 20 francs 50. Ah, des bottes. Un vendeur les suivait, traînant l'éternelle chaise, où s'entassait déjà tout un amoncellement d'articles. « Comment va, monsieur Marty ?» demanda madame Desforges. « Pas mal, je crois, » répondit madame Marty, effarée par cette brusque question qui tombait méchamment dans sa fièvre dépensière. « Il est toujours là-bas.
Mon oncle a dû aller le voir ce matin. » Mais elle s'interrompit. Elle eut une exclamation d'extase. « Voyez donc, est-ce adorable !» Ces dames, qui avaient fait quelques pas, se trouvaient devant le nouveau rayon des fleurs et plumes, installé dans la galerie centrale, entre la soierie et la ganterie. C'était, sous la lumière vive du vitrage, une floraison énorme, une gerbe blanche, haute et large comme un chêne. Des piquets de fleurs garnissaient le bas, des violettes, des muguets, des jacinthes, des marguerites, toutes les blancheurs délicates des plates-bandes. Puis des bouquets montaient, des roses blanches, attendries d'une pointe de chair, de grosses pivoines blanches, à peine teintées de carmin, des chrysanthèmes blancs, en fusée légère, étoilés de jaune. Et les fleurs montaient toujours, de grands lys mystiques, des branches de pommier printanières, des bottes de lilas embaumées, un épanouissement continu que surmontaient, à la hauteur du premier étage, des panaches de plumes d'autruche, des plumes blanches qui étaient comme le souffle envolé de ce peuple de fleurs blanches. Tout un coin étalait des garnitures et des couronnes de fleurs d'oranger. Il y avait des fleurs métalliques, des chardons d'argent, des épis d'argent. Dans les feuillages et dans les corolles, au milieu de cette mousseline, de cette soie et de ce velours, où des gouttes de gomme faisaient des gouttes de rosée, volaient des oiseaux des îles pour chapeaux, les tangaras de pourpre à queue noire et les septicolores au ventre changeant, couleur de l'arc-en-ciel. « J'achète une branche de pommier, » reprit madame Marty. « N'est-ce pas? C'est délicieux. Et ce petit oiseau, regarde donc, Valentine. Oh, je le prends. » Cependant, madame Guibal s'ennuyait à rester immobile dans les remous de la foule. Elle finit par dire: « Eh bien, nous vous laissons à vos achats. Nous montons, nous autres. »« Mais non, attendez-moi, » cria l'autre. « Je remonte aussi. Il y a là-haut la parfumerie. Il faut que j'aille à la parfumerie. » Ce rayon, créé de la veille, se trouvait à côté du salon de lecture. Madame Desforges, pour éviter l'encombrement des escaliers, parla de prendre l'ascenseur. Mais elles durent y renoncer. On faisait queue à la porte de l'appareil. Enfin, elles arrivèrent. Elles passèrent devant le buffet public, où la cohue devenait telle qu'un inspecteur devait réfréner les appétits, en ne laissant plus entrer la clientèle gloutonne que par petits groupes. Et, du buffet même, ces dames commencèrent à sentir le rayon de parfumerie, une odeur pénétrante de sachets enfermés qui embaumait la galerie. On s'y disputait un savon, le savon Bonheur, la spécialité de la maison. Dans les comptoirs à vitrines et sur les tablettes de cristal des étagères s'alignaient les pots de pommade et de pâte, les boîtes de poudre et de fard, les fioles d'huile et d'eau de toilette, tandis que la brosserie fine, les peignes, les ciseaux, les flacons de poche occupaient une armoire spéciale. Les vendeurs s'étaient ingéniés à décorer l'étalage de tous leurs pots de porcelaine blanche, de toutes leurs fioles de verre blanc. Ce qui ravissait, c'était, au milieu, une fontaine d'argent, une bergère debout sur une moisson de fleurs, et d'où coulait un filet continu d'eau de violette, qui résonnait musicalement dans la vasque de métal. Une senteur exquise s'épandait alentour. Les dames en passant trempaient leurs mouchoirs. « Voilà, » dit madame Marty, lorsqu'elles se furent bourrées de lotions, de dentifrice, de cosmétiques. « Maintenant, c'est fini. Je suis à vous. Allons rejoindre madame Debove. » Mais, sur le palier du grand escalier central, le Japon l'arrêta encore. Ce comptoir avait grandi depuis le jour où Mouret s'était amusé à risquer, au même endroit, une petite table de proposition couverte de quelques bibelots défraîchis, sans prévoir lui-même l'énorme succès. Peu de rayons avaient eu des débuts plus modestes, et maintenant ils débordaient de vieux bronzes, de vieux ivoires, de vieilles laques. Il faisait 1500 000 francs d'affaires chaque année. Il remuait tout l'Extrême-Orient, où des voyageurs fouillaient pour lui les palais et les temples. D'ailleurs, les rayons poussaient toujours. On en avait essayé 2 nouveaux en décembre, afin de boucher les vides de la morte saison d'hiver. Un rayon de livres et un rayon de jouets d'enfants, qui devaient certainement grandir aussi et balayer encore des commerces voisins.
4 ans venaient de suffire au Japon pour attirer toute la clientèle artistique de Paris. Cette fois, Madame Desforges elle-même, malgré sa rancune qui lui avait fait jurer de ne rien acheter, succomba devant un ivoire d'une finesse charmante. « Envoyez-le-moi, dit-elle rapidement à une caisse voisine. 90 francs, n'est-ce pas ?» Et, voyant Madame Marty et sa fille enfoncées dans un choix de porcelaine de Camelot, elle reprit, en emmenant Madame Guibal. « Vous nous retrouverez au salon de lecture. J'ai vraiment besoin de m'asseoir un peu. » Au salon de lecture, ces dames durent rester debout. Toutes les chaises étaient prises autour de la grande table couverte de journaux. De gros hommes lisaient, renversés, étalant des ventres sans avoir l'idée aimable de céder la place. Quelques femmes écrivaient, le nez dans leurs phrases, comme pour cacher le papier sous les fleurs de leur chapeau. Du reste, Madame de Boves n'était pas là, et Henriette s'impatientait lorsqu'elle aperçut Valagnosc, qui cherchait aussi sa femme et sa belle-mère. Il salua, il finit par dire « Elles sont pour sûr aux dentelles. On ne peut les en arracher. Je vais voir. » Et il eut la galanterie de leur procurer 2 sièges avant de s'éloigner.